Landry. Les vraies voix à Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger et Philippe David. Tout de suite, le grand débat des vraies voix. À la suite de cette interview du président de la République Emmanuel Macron dans le magazine Zadig, vivons-nous, c'est la question qu'on vous pose et ce sont ses propos, vivons-nous des temps moyenâgeux? On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Le leadership européen international, je le tiens de mon peuple. Il a un problème, il se prend pour le roi de France. Je reviens du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il guérit les écrouelles. Avec bonne santé, les deux. Il parle à ces sujets tous les 15 jours. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour la France. Ils viennent du Moyen-Âge. Évidemment. C'est pas parce que des gars sont des pieds qui viennent forcément du Moyen-Âge. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nous félicitons l'humour du réalisateur des vraies voix Sud Radio. Quoi qu'il en soit, nous accueillons notre invité Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Bon, dans cette ambiance, effectivement, faite de troubadours et de ménestrels, vivons-nous des temps moyenâgeux? C'est la question qu'on vous pose suite aux propos d'Emmanuel Macron. Je précise que dans cette interview pour le magazine Zadig, c'est un des aspects de son interview. Il parle de beaucoup plus de choses. Il faut le rappeler. D'abord, les Hautes-Pyrénées, bannière de Bigorre, où il a grandi en partie, sa Picardie, la géographie de la France. Revenons sur ces termes. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes député des Français de l'étranger. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français peuvent bien prendre, en particulier les Gilets jaunes, le fait que le président dise que nous vivons à une époque faite de jacquerie? Mais je crois que le président de la République, dans son interview, a posé un regard lucide sur la France, sur l'Europe et sur l'état du monde. Et nous sommes effectivement dans un contexte aujourd'hui qui est un contexte de doute et de division, où ce qui nous sépare apparaît pour beaucoup d'entre nous plus important que ce qui nous rassemble. Nous sommes dans un contexte de grande tension internationale, où des puissances extra-européennes parfois essayent de diviser, de fracturer nos sociétés, et nous sommes dans un temps de grande mutation liée aux révolutions numériques, au changement climatique, qui bouleverse les fondamentaux de notre société industrielle telle que nous la connaissions. Et donc nous sommes dans un moment décisif. Et le président de la République a utilisé une image, c'est une métaphore, évidemment que nous ne vivons pas au Moyen-Âge, mais nous sommes dans un temps décisif parce que nous sommes confrontés à de grands bouleversements, à de grandes épidémies. Et je revenais sur le choix, Pierre-Alexandre Anglade, sur le choix des mots. Jacquerie, c'était les révoltes des paysans pour le prix du pain, des gueux à l'époque, c'est ce qu'on disait notamment au Moyen-Âge. C'est ainsi qu'il compare les Gilets jaunes, peut-être pas en y pensant à mal, mais comment pensez-vous qu'ils peuvent le prendre? Non, mais il ne parle pas directement des Gilets jaunes, il fait le constat d'une époque qui est valable pour la France, mais qui est valable pour l'Europe et pour l'ensemble de la planète, qui est un temps de grands bouleversements. Oui, ça vous l'avez dit. Non, mais qui est un temps. Il parle aussi de ceux qui se révoltent et de la résistance. Qui est un temps de révolte, qui prend des formes différentes. Oui. Nous l'avons vu en France, nous l'avons vu dans d'autres pays européens, au Royaume-Uni, et nous sommes dans un temps où ces bouleversements fracturent nos sociétés. Et donc le constat du président de la République, il est assez clair, c'est que nous sommes dans un temps décisif où nous avons les capacités de rebondir. Et d'ailleurs, il parle de Moyen-Âge pour ensuite dire que ce temps est en train de se substituer celui de la Renaissance. Il parle de la fin du Moyen-Âge. De notre capacité collective à rebondir après de graves crises que nous avons connues. Un clin d'œil appuyé d'ailleurs au nom de la liste de la République En Marche aux élections européennes. Ça s'appelait aussi Renaissance, en tout cas. Philippe Bilger. Alors, j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention ce qu'a dit monsieur le député. Alors, en ce qui me concerne, et pardon pour un certain nombre de banalités, j'ai trouvé l'entretien évidemment intéressant de la part d'un président naturellement intelligent. En revanche, je n'oublie pas ce qu'il y a dans cet entretien de très réaliste et je dirais de très politique, notamment lorsqu'il cherche à démontrer, pourquoi pas, qu'il a un lien charnel avec la France et qu'il donne un autre portrait des Français comme pour répliquer à certaines images qui lui avaient été reprochées. Alors sur la comparaison avec le Moyen-Âge et la Renaissance, je serais plus réservé dans la mesure, non pas Jean-Marie, que le terme de jacquerie me choque, je le trouve très approprié
à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. En revanche, je me demande si dans la réflexion du président, il n'y a pas eu une sorte de poncif habituel qui fait que lorsqu'on se trouve face à une époque difficile, on a tendance à l'imaginer comme une période de transition qui va nous entraîner vers autre chose, un inconnu généralement plus remarquable. Rappelez-vous le nombre de fois où on cite Gramsci, la crise qui va nous entraîner. Donc je ne suis pas persuadé que sur le plan de l'analyse, là, il est totalement raison, même si j'admets bien volontiers que son quinquennat a été parcouru par des crises multiples dont certaines lui sont imputables. Pierre-Alexandre Anglade. Mais je partage en partie ce que vient de dire Philippe Ligère, et là où je diffère, c'est sur la fin de l'analyse. Moi, je considère que, et je pense, en tout cas je l'espère, que notre pays et le continent européen dans son ensemble a la capacité de rebondir et d'obtenir ce sursaut qui est absolument nécessaire après la crise importante que nous sommes en train de vivre, qui bouleverse l'Europe peut-être plus que tous les autres continents, parce qu'on se rend bien compte que dans cette crise, les États-Unis d'Amérique se renforcent, le continent asiatique se renforce lui aussi, et donc il y a un chemin européen que nous avons créé tous ensemble. Juste avant de donner la parole à Françoise de Gois, j'aimerais revenir sur un aspect qui est très important dans cette interview. Le président parle de sa région, la Picardie, qui n'est plus une région puisqu'elle fait partie des Hauts-de-France et qui a perdu du coup l'administration régionale. Il parle de ces villes de province, il le dit lui-même, qui ont perdu des emplois, des administrations, et il dit ça explique la fracture. Ça, là-dessus, tout le monde est d'accord, mais qu'a-t-il fait depuis 2017 justement pour que ça revienne dans ces villes ? Nous avons le président de la République et le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale à œuvrer pour que la fracture et les fractures territoriales se résorbent. Et d'ailleurs, la crise des Gilets jaunes a été un accélérateur, et une des actions centrale, principale en réponse à cette crise, ça a été la réimplantation d'un certain nombre de services publics dans ces zones, dans ces territoires parfois périphériques où progressivement on a perdu des services publics, où on devait faire de longs kilomètres pour pouvoir trouver des services publics. C'est les maisons France Service, c'est le dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires, c'est le reste à charge zéro, c'est l'augmentation des minima sociaux pour les personnes les plus vulnérables. C'est pas ce qui a fait revenir les cadres supérieurs, par exemple, dont il parle, enfin du départ desquels il parle à Amiens. Mais c'est une action, vous imaginez bien et vous le savez, c'est une action de moyen et de long terme. Ce n'est pas une action. Qu'est-ce qui a été engagé pour les faire revenir ? Mais ce qui est engagé, c'est la réindustrialisation de la France. Et ce qui s'est passé depuis 30 ans, est-ce que le président de la République dit assez justement dans son analyse, dans son interview, et c'est le constat qu'il faisait d'ailleurs d'abord dans Révolution, c'est la perte d'un certain nombre d'industries qui a progressivement vidé un certain nombre de nos villes, de nos campagnes, de nos villes intermédiaires. Et donc c'est le plan de relance qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est la réindustrialisation à travers le plan de relance européen, et c'est la stratégie à 10 ans qui doit être capable de redynamiser tous les territoires pour un deuxième mandat, du pays. En tout cas, ce que vous dites. Françoise de Gois. Je ne sais pas quel est le barde qui joue de la lyre au pied du bureau du président et qui lui souffle de raconter des bêtises pareilles. Pardonnez-moi de vous le dire, je trouve que dans cette analyse, d'abord c'est indigent, j'enfonce des portes ouvertes. Comparer le Moyen-Âge, les pandémies, etc., c'est encore une idée de barde. J'appelle les bardes des conseillers en communication. J'en ai fait partie, donc je sais très bien le genre de conneries qu'à un moment donné, on peut souffler. Il y a un mépris de classe dans cette phrase. Si vous en rendez pas compte, alors c'est terrible pour vous. Il y a un mépris de classe sur les pandémies, les gilets jaunes et la Renaissance. On a bien compris le message. Le grand clin d'œil, vous voyez, Emmanuel Macron, c'est la Renaissance qui nous amène vers la lumière. C'est délirant de faire des interviews comme ça. Je pense qu'il n'y a rien. Alors Jean-Marie est très gentil et très bien élevé, il dit il y a des choses, etc. Il n'y a rien. Vous la lisez, Bannière de Bigorre, c'est super, c'est les Pyrénées. Rendez-vous compte, je suis un président de chair et de sang, je ne suis pas ce type terré, ce start-upper, ce banquier, moi je connais la France. Rien du tout. Tout le monde sait très bien. Vous pensez que tout le monde sait très bien? Ça, c'est de la fabrication de communication et c'est de la mauvaise communication. Et je pense que par maladresse, par narcissisme, par égomanie ou par négligence, cette phrase va encore lui faire beaucoup de mal, vous voyez, parce que les gilets jaunes ne sont pas dégueux, et je rejoins Jean-Marie dans ce qu'il dit. Il y a dans cette expression, il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'est le Moyen-Âge et ce qu'est la Renaissance. Si la Renaissance, c'est de continuer sur les retraites, sur l'assurance chômage, sur le sabrage au nom de les autres font tous comme ça, etc., eh bien ça, c'est l'obscurantisme. Donc,
tout ça, finalement, je le dis, Philippe Bilger est très bien élevé, il dit c'est dépensif. Ouais. Moi je dis c'est vraiment du vent. Du vent et du vent mauvais sur les mots choisis. Emmanuel Macron est trop intelligent pour ne pas savoir ce que signifie sa phrase sur les gilets jaunes et les jacqueries. La réponse de Pierre-Alexandre. Je trouve qu'il y a une grande violence dans vos propos et il y a surtout une déformation. Il y a surtout une déformation du propos du président de la République, parce que le président de la République à aucun moment dans son interview il ne compare les Français à des gueux et à aucun moment il n'explique que nous vivons au Moyen-Âge. Il dresse une métaphore. Non mais la métaphore, Jacquerie c'était des gueux, pardonnez-moi. Oui mais attendez, dans les mots que vous employez, permettez-moi aussi d'y répondre. À aucun moment dans l'interview qui est celle du président de la République, il n'est dit que les Français sont des gueux. Il dit pas ça. Il dit, vous vous souvenez, le Moyen-Âge, les gilets jaunes. Pierre-Alexandre Anglade. Pierre-Alexandre Anglade. Je ne me moque de personne. Il faut être capable, il faut regarder. Non mais il faut regarder et lire l'interview telle qu'elle est. Le président de la République pose un constat sur l'époque qui est celle que nous vivons. C'est ce que je vous ai dit au début. Dernière année de terminale. Si vous avez des analyses plus pointues, n'hésitez pas à les faire passer. Mais quand vous dites que le président de la République compare les Français à des gueux, ce n'est pas le message qu'il est en train de rapporter. Le message du président de la République est de dire... Ne soyez pas de mauvaise foi. Je vous propose qu'on fasse un peu redescendre la tension. Philippe David n'est pas davantage avec vous. Vous inquiétez pas, lui aussi, il vous écoutera. Non, mais sur le Moyen-Âge, malheureusement, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est ce qu'il y a de terrible. Moyen-Âge, moi, quand je pense Moyen-Âge, je pense aux cerfs. Quand vous voyez le pauvre type qui bossait... Vous caricaturez quand même une longue époque de l'histoire de France, vous aussi. Le pauvre type qui bossait chez Uber, j'ai lu ça la semaine dernière, qui se prend un texto « bouge-toi esclave ». Oui. Est-ce que c'est pas quand même la preuve qu'on a un gros déclassement social en France? Je termine là-dessus. Nos parents, ils avaient une certitude, c'est que l'avenir de leurs enfants serait meilleur que n'avait été le leur. Nous, malheureusement, on a une certitude, c'est que l'avenir de nos enfants seront pires que ce que nous avons vécu. Alors, est-ce que c'est pas la réalité? Philippe Bilger, puis ensuite vous allez répondre, Pierre. Très vite, je discuterai, monsieur le député, évidemment, le fait que après le Moyen-Âge, nous arriverions, grâce à Emmanuel Macron, dans le nouveau monde qu'il nous avait promis en 2017, mais nous l'aurions en 2022. Mais plus sérieusement, je voudrais revenir sur le terme jacquerie. Je ne crois pas qu'il y ait de la part du président un quelconque mépris à l'égard des Gilets jaunes, pour une raison très simple, c'est que dans le sens qu'on donne à jacquerie, même dans une histoire un peu désarticulée, c'est tout de même la plupart du temps des révoltes légitimes qui sont faites contre un pouvoir oppressif. Donc je ne crois pas qu'on puisse discuter, me semble-t-il, la pertinence de la comparaison avec les jacqueries en ce qui concerne les Gilets jaunes. Donc pour vous, c'est pas forcément péjoratif. En tout cas, c'est ce que je retiens, Philippe Bilger. Non, absolument. J'ai reformulé du coup l'interrogation que j'avais sur l'utilisation de ce terme. Comment, avec cette interview, le président Emmanuel Macron pense-t-il que ceux qui sont en colère, il en parle dans l'interview, seront plus enclins à l'écouter et à le suivre, voire à voter pour lui après les propos qu'il tient dans cette interview? Pierre-Alexandre Anglade. L'interview dont nous discutons à l'instant, elle fait 19 pages. Tout à fait. C'est une interview qui est relativement longue et qui d'ailleurs nous permet de sortir un petit peu de la petite phrase permanente et de l'hystérie dans laquelle le débat politique s'enfonce en permanence. Et vous voyez d'ailleurs, là on discute maintenant depuis près d'un quart d'heure ensemble, on confronte des idées, des perspectives, des opinions et c'est très utile. Mais vous vous arrêtez sur une phrase, ou en tout cas sur une interprétation d'une phrase et vous y accolez une interprétation qui serait celle d'un mépris de classe du président de la République vis-à-vis c'est votre analyse et c'est votre analyse et que je vous la laisse et c'est votre liberté. Voilà. Mais moi je ne partage pas une seule seconde cette analyse. Et le président de la République dans ce long entretien, il parle de l'histoire de notre pays. Oui. Comment est-ce qu'on doit être capable de regarder notre passé à un moment donné où il y a beaucoup de débats qui l'entourent. Il parle de son attachement à la France où l'on entend à longueur de plateaux de télévision et à longueur d'interviews d'opposants politiques. J'entendais encore Marine Le Pen ou Jordan Bardella nous expliquer qu'Emmanuel Macron n'était
n'était pas de France, qu'Emmanuel Macron était un banquier froid, qu'Emmanuel Macron serait l'héritier d'une rente. Emmanuel Macron, c'est un Français qui est né en Picardie, petit-fils de cheminot, fils de médecin, qui sait... On connaît toute l'histoire. Vous savez qu'il y a 4 ans... C'est important de le rappeler, et qui a su s'élever par le travail. Mais oui, mais il y a 4 ans qui sont passés. Écoutez, vous n'allez pas nous refaire le coup du nouveau monde alors que vous avez passé 5 ans et que ce quinquennat, le résultat de ce quinquennat est assez désastreux. Moi, je fais partie des gens qui ont voté Macron pour barrer Marine Le Pen. Regardez comment on pleure 5 ans après, objectivement. Je comprends que vous vendiez, vous êtes porte-parole. Mais si, bien sûr, vous êtes porte-parole. Mais concevez la crusitude, pardonnez-moi, je l'invente, du néologisme de cette interview. Cette crusitude totale, enfin, c'est vraiment, c'est comme si vous souffliez dans les branches. Je vous trouve très sévère, François. Philippe Bilger. Très sévère. Philippe Bilger. Non, mais je trouve que Françoise est critique et évidemment, elle en a tout à fait le droit, mais je trouve qu'elle est un peu outrancière dans la dénonciation. Qu'est-ce que vous trouvez de formidable dans cette interview? Vous voulez m'expliquer que vous n'avez jamais déjà entendu d'Emmanuel Macron inlassablement? Philippe Bilger. Dans l'analyse, Philippe Bilger. Rien. Philippe, mais ne répondez pas à sa place, je vais le répondre quand même. Je ne dis pas que je ne l'ai jamais entendu, Françoise. Je dis que cet entretien offre un intérêt, même s'il est évidemment tout à fait réaliste pour programmer 2022. Je ne le trouve pas aussi nul que votre outrance pourrait le laisser penser. Une autre, on a parlé défendre Emmanuel Macron. On a parlé. Parce que vous adoreriez l'avoir en entretien. On a parlé. Oh, non. Je vous taquine. Elle vous taquinait. On a parlé. J'aimerais bien d'ailleurs. Et moi aussi j'aimerais bien qu'on m'écoute. Justement, dans cette émission, on a parlé de Bagnères de Bigorre. C'est une des 2 terres dont parle Emmanuel Macron dans l'interview. On a parlé d'Amiens. Il parle d'un autre département très important qui est la Seine-Saint-Denis. Justement, qu'il va jusqu'à comparer à la Californie. Il ne manque que la mer pour que ce soit la Californie. Quelle raison d'optimisme peut-on y voir? Pierre-Alexandre Anglade. Parce que la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. C'est vrai. Et la Seine-Saint-Denis est un département de grande créativité. C'est un département qui compte de nombreux artistes, qui compte de nombreux sportifs, qui compte de nombreux entrepreneurs. C'est le département où il y a le plus de start-up. Et c'est un département qui en même temps concentre le plus de difficultés dans notre pays. Et le regard que porte le président de la République sur ce département est un regard positif. Là où à longueur d'émissions de télévision, de radio ou autres, et de débats politiques, on a tendance à réduire la Seine-Saint-Denis à l'immigration, à la délinquance et à tous les problèmes qui s'y affairent. La Seine-Saint-Denis est le département, je le disais, le plus jeune de France, et c'est un département qui, en soi, a le potentiel de créer beaucoup de choses pour la France. Et je pense que dans ce temps qui est difficile, où on a tendance à opposer, à diviser les Français, à les renvoyer à un camp, à un autre, à une classe, à une origine sociale, à une origine ethnique ou autre, eh bien, je pense que le devoir du président de la République, c'est d'essayer d'unir, de rassembler les Français et de sortir ce qu'il y a de plus positif dans tous les territoires de la République, et il y en a beaucoup en Seine-Saint-Denis. Pourquoi je dis qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil? Je pensais à une compilation. Vous savez, le couplet sur la Seine-Saint-Denis, que j'adore, j'y ai habité. Moi, je ne fais pas partie des identitaires et des cinglés de l'identité. Au contraire, ça c'est dit. La droite identitaire, le wokisme, etc. Voilà. Je voulais juste vous dire que discours de Nicolas Sarkozy, 2008, le même truc sur la Seine-Saint-Denis. Discours de François Hollande, le département, le pire. Vous savez, c'est pour ça quand je dis arrêtons d'enfoncer des portes ouvertes. Le discours sur la Seine-Saint-Denis, 3 présidents déjà l'ont tenu au nom de il faut positiver. Donc c'est pas suffisant par rapport au mal qui nous ronge et dont Emmanuel Macron est aussi un peu responsable, même beaucoup par sa présidence. Il n'est pas le seul. Eh bien, je pense que c'est pas une interview dans Zadig où on dit j'aime la promenade des Coustous à Bagnères. Je suis moi-même de Lourdes, donc voilà, et qu'on peut résoudre le problème. Merci à vous. Si vous trouvez ça sublime, tant mieux pour vous. On vous mettra pas d'accord, mais ça vous l'aviez compris avec Françoise Legois. Ça aurait été un miracle, un Futel de Lourdes. Une Futel de Lourdes, exactement. On verra bien. Un peu silencieux, j'ai trouvé, toi. Quoi qu'il en soit, merci à Pierre-Alexandre Anglade d'être intervenu ce soir sur le plateau de Sud Radio. Justement, je le rappelle, vous êtes député La République En Marche des Français de l'étranger pour les Français du Benelux. Les Français du Benelux. Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Vous êtes par ailleurs porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Nous posions cette question sur le Twitter de Sud Radio. Justement, vivons-nous des temps moyenâgeux? Êtes-vous d'accord, notamment avec cette métaphore d'Emmanuel Macron? Vous répondez non, évidemment, à 81% d'entre vous sur le Twitter, sur cette phrase. En tout cas, je précise, restez avec nous. Le clin d'œil des vraies voix revient dans un instant, en compagnie de Clément Barguin, qui vous propose de fêter un anniversaire qui est très important dans une partie du Sud. À tout de suite.